Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode du Trèfle. Une seule phrase à dire, on est en finale, celle que Cédric nous chante depuis une bonne dizaine d'heures maintenant. On est là pour vous parler de la série terminée face au Heat qui s'est terminée hier dans un match 7. Un match 7 classique de NBA comme on les aime, c'est-à-dire serré, même si les Celtics ont été largement devant une grande partie du match, quelques petites frayeurs, tout ce qu'on aime bien, des gros shoots de la défense. On va parler de la série globalement, en long, en large et en travers, et avec moi pour en parler, Robin qui est là. Salut Robin. Bonjour à tous. Johan également. Salut Johan. Salut tout le monde. Et Cédric, salut, on est en finale. On est en finale, ça y est, on y est les gars, c'est trop super, c'est extraordinaire. Ah là, formidable. 12 années de patience quoi. Ah ouais, je me retiens. On essaye on essaye de contenir un peu notre joie, mais c'est vrai que 12 années d'attente, de longues attentes. Pour certains qui n'ont même pas connu, on n'était pas forcément fans à l'époque ou n'ont pas suivi les finales de 2010. On espère une autre fin que celle de 2010, mais ça ce sera pour un prochain podcast qui arrivera tout de suite après celui-là. On va se concentrer les gars sur la finale de conférence face au Heat. Donc en 7 matchs, les Celtics ils gagnent 4-3. Alors rapidement, défaite au match 1, donc à Miami, et ensuite victoire au match 2. Donc là on se dit on a fait le boulot est fait, on récupère l'avantage du terrain, sauf que on va dire que la satisfaction était de courte durée puisque match 3, direct chez nous, le Heat gagne et reprend directement l'avantage du terrain. Et ensuite, les Celtics s'énervent grâce à la petite stat que maintenant tout le monde connaît, que les Celtics n'ont jamais perdu 2 matchs d'affilée dans ces playoffs. Les Celtics s'énervent et gagnent 2 matchs, dont le match 5 à Miami. Et donc là, les Celtics arrivent au match 6 en menant 3-2. Chez eux au TD Garden, on se dit 2 victoires d'affilée au TD Garden, on va plier ça tranquillement. Au final, on n'a rien plié du tout, c'est Jimmy Butler qui nous a plié. On va sûrement parler de Jimmy Butler et de ce match 6. Donc voilà, on est arrivé au match 7 avec quand même quelques certitudes mais des interrogations aussi, et au final un match 7 qui a été maîtrisé pendant 3 gros cartons avant de faire une spéciale Celtics dont on a été habitué en début de saison, un peu moins sur la fin de saison, donc un 4e carton pas forcément très bien géré, avec pas mal de malchance aussi, enfin de manque de réussite, on va dire. Mais finalement, donc les Celtics s'en sortent et se qualifient pour les finales NBA pour la première fois depuis 2010. Je vais lancer Johan directement dessus, ton ressenti sur, qu'est-ce que tu as à dire sur cette série, la victoire des Celtics de manière générale? Ouais, écoute, plutôt que de vous livrer mon ressenti comme ça, en fait, j'aimerais soulever quelques points et qu'on discute de ça tous ensemble. Moi, cette équipe de Miami, je pense que je l'avais sous-estimée. On se disait un peu on n'a pas fait nous 4 la preview officielle, mais quand on en parlait un petit peu entre nous, on avait tendance à se dire globalement qu'une équipe qui attaque moins bien que les Bucks et qui défend moins bien que les Bucks pourrait pas nous poser plus de problèmes que les Bucks. Pourtant, on a bien vu que si. Du coup, voilà, j'ai regardé un peu cette série, j'ai regardé les stats, je me suis posé plein de questions là-dessus. Quand on regarde les effectifs, j'ai quand même l'impression qu'on a un avantage de talent qui est indéniable.
Quand on regarde le scoring tout au long de la série, comme tu disais, c'est vrai que on a su nous avoir du scoring qui a été bien réparti, avec des joueurs qui ont plus ou moins tous assuré. Enfin, je pense que nos 6-7 meilleurs joueurs, bon alors après je parle globalement, hein, c'est sûr que ça n'a pas été le cas forcément tous les soirs, mais j'ai trouvé que on va dire nos 7 meilleurs joueurs ont tous plus ou moins fait une bonne série et de bons matchs quasiment à chaque fois. Alors après il y a eu les absences bien sûr, dont on reparlera, mais là où Miami a eu plus d'individualité, c'est-à-dire que Jimmy Butler a été extraordinaire sur 2 matchs, très très bon sur 2 autres matchs, un peu moins bon sur d'autres, mais à chaque fois il était accompagné par 1 ou 2 joueurs qui faisaient vraiment un bon match et le reste sortait pas spécialement du lot. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai. Et malgré tout ça, on passe quand même très très proche de perdre cette série, parce que là on est sur notre petit nuage, on est en finale, mais j'ai regardé, donc je me suis refait la vidéo pour avoir le truc précisément. Quand Jimmy Butler part et qui lance son 3 points, on pourra reparler de la décision, mais il reste 16 secondes. Si le 3 points rentre, on est mené de 1 point à 16 secondes de la fin. Donc c'est dire à quel point on passe quand même très très proche d'une défaite dans cette série. Et du coup, quand je vois tous les avantages qui avaient l'air de notre côté et que je me dis qu'à 16 secondes près, on aurait pu la perdre, je pense que ça soulève pas mal de questions. J'aurais bien aimé avoir votre avis un peu sur tout ça. Bah c'est vrai que comme tu as dit, je pense qu'on va pas revenir spécialement sur le shoot de Butler qui ce sera au podcast dédié. Voilà, s'il y a un podcast dédié sur le hit, ce sera à eux de le faire. Il était très bien. Moi, je l'ai trouvé très bon. Il était visuel, donc c'était parfait. C'est ça. Voilà. Nous, de notre côté, c'était un très bon choix. Mais oui, non, je suis plutôt d'accord avec toi, Johan. Et du coup, je vais lancer directement Cédric ou Romain. Je sais pas qui veut commencer sur. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, de l'impact En fait, c'est vraiment la force du Miami Heat, et c'est pour ça qu'ils ont fini premier de la saison régulière. C'est que si tu regardes sur les stats ou si tu regardes leur effectif, ils n'ont pas un effectif de All-Star, mais malgré tout, ils ont une structure de jeu et ils savent gérer 48 minutes. Ils savent gérer un match du début à la fin. Ils savent que dans un match, il y aura des hauts, il y aura des bas, et ils savent décortiquer la moindre de tes faiblesses. Exemple typique, Tatum, il lui faut toujours 3-4 moves avant de prendre son shoot. Et dans sa mécanique de shoot, entre le moment où il reçoit le ballon et le moment où vraiment il se décide à shooter, il y a 1 à 2 secondes. Et si vous regardez les matchs, les prises à 2 du Miami se fait juste au moment où il lève le ballon, quoi. Ça se fait pas 1 seconde ou 2 secondes avant, parce que sinon Tatum a la capacité à faire une passe décisive à un autre coéquipier. Et ça se fait vraiment au moment où tu vois, où lui il veut shooter, et du coup il est gêné, et du coup il soit il perd la balle, soit il fait une mauvaise passe. Enfin, tu vois, il est plus ce que par exemple Milwaukee n'avait pas réussi à faire en prenant en prise à 2 assez vite, quoi. Et du coup, lui, il arrivait à faire des passes pour les autres, quoi. Et Miami a vraiment ce don-là. Pour moi, c'est vraiment une culture chez eux, quoi, d'aller vraiment te chercher le petit point, la petite faiblesse, et ils vont appuyer dessus tout le temps, tant que ça marche, quoi. Et c'est une machine redoutable, hein. Et on les sous-estime souvent, hein, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de méga stars ou de joueurs super connus ou de all-stars. C'est ce qui fait leur force un peu aussi, le fait justement de pas avoir de gros noms. Mais bon, est-ce que ce serait pas la patte de Spoelstra aussi, hein? On sait que c'est quand même un des meilleurs joueurs, un des meilleurs coachs, si ce n'est le meilleur coach actuel. T'en penses quoi, toi, Robin? Alors moi, mon ressenti, j'avais fait partie du space justement de la preview où je nous annonçais favoris, etc. et que j'étais plutôt rassuré par rapport à ce qu'on venait de vivre en termes d'adversité, etc. avec les Bucks, tout ça. Et finalement, à la fin de la série, moi, mon ressenti, c'est rassuré. Rassuré, pourquoi? Parce que clairement, Miami nous a fait, moi me concernant, m'a fait vraiment douter, et beaucoup plus douter que ce que je pensais, avec encore une fois cette faculté à nous
à nous embêter comme ils avaient fait pendant la bulle. C'est-à-dire qu'il y a plein de matchs où je me suis dit on est meilleur mais on va le perdre. Et parce qu'ils ont réussi à mettre un caillou dans cet engrenage-là, à ce moment-là, à faire ci, à faire ça, avec des playmakers défensifs qui ont vraiment... Alors autant ils n'ont pas été en réussite offensivement sur pas mal de choses et pas mal de leur role-player, etc. Autant sur l'aspect défensif, même les entrants ont fait quand même plusieurs très bonnes choses défensivement. On réussit à créer des choses défensivement et tout. On reparlera, je pense, de notre faculté à perdre le ballon. Mais du coup, ouais, rassuré parce que Miami nous a vraiment poussé dans nos retranchements en fait et que je l'avais pas prévu. J'avais prévu un 4-2, il me semble. Et du coup, bah, comme dit Joe, on passe un tir. Alors, il nous restait 16 secondes, ils avaient plus de temps, donc c'était pas forcément perdu, mais la balle est pas passée loin quand même. Il a frôlé la tête et du coup, bah, chapeau à eux parce que bon, avec en plus tout ce qui leur est arrivé en termes de blessures, en termes de etc. On en a eu aussi, mais les équipes ont dû vraiment pas mal essuyer d'impondérables, je le trouve. Et du coup, ils ont quand même fait deux très grosses partitions sur les 2 derniers matchs pour vraiment nous pousser jusqu'au bout, quoi. Donc bravo à eux. Et du coup, bravo à nous, parce que le défi était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Donc du coup, ouais, rassuré, c'est vraiment le mot, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je rebondis juste sur 2-3 trucs que tu as dit. C'est sûr que je suis d'accord avec toi, hein, le fait d'avoir, même si on prend ce 3 points, le match n'est pas forcément fini, mais tu te retrouves mené à 16 secondes de la fin à Miami. Tu peux avoir la main qui tremble, le petit truc. Mais l'autre truc, justement, par rapport aux joueurs, pour revenir à ce que tu disais, enfin, moi, quand je regarde les matchs de leurs meilleurs joueurs au pluriel, hein, je me dis que en fait, ils ont toujours été. C'est ça aussi qui fait que j'applaudis cette équipe de Miami et que, comme tu dis, je suis vraiment rassuré parce que quand tu regardes leurs matchs, à part les 2 premiers où tout le monde est à peu près bon, et encore qu'il manque Kyle Lowry sur les 2 premiers, mais en dehors de ça, je veux dire, Lowry, ses 3 premiers matchs, il est pas bon. Sur les games 6 et 7, il fait des bons matchs, donc ça ok. Après, ils ont Tyler Hero qui est absent. Ils ont Bam Adebayo qui fait le yo-yo complet. Enfin, je veux dire, ces 2 premiers matchs sont pas terribles. Le game 3, Rob est absent. Il claque 31 points. On peut se poser la question parce que Rob, il a été vraiment sur une patte quand il est revenu, mais les 2 premiers matchs de mémoire, il était pas trop mal. Donc, il a bien embêté Adebayo. Du coup, le match où il n'est pas là, Adebayo, il step up, il te claque 31 points. Mais à part ça, voilà, il fait un très bon match hier, je crois, de mémoire, qu'il fait un match 5, pas trop dégueulasse non plus, mais les autres matchs, bof. Et puis après, voilà, tu as des mecs comme Gabe Vincent, comme Max Strus qui peuvent. Strus, je ne suis pas sûr de la prononciation. Qui peuvent te sortir un gros match, mais c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas des joueurs que je qualifierais comme vraiment des très bons joueurs, et pourtant ils ont su être là. Et en fait, malgré le fait qu'ils ont été soit qu'ils ont eu des absents, soit qu'ils ont eu des joueurs qui vraiment n'assuraient pas, comme Lowry a pu le faire sur certains matchs, comme Adebayo a pu le faire, malgré ça, ils restent dans la série, ils nous tiennent jusqu'au bout, et chapeau, quoi. Mais du coup, je vais me faire, même si globalement je suis d'accord avec vous, je vais me faire volontairement l'avocat du diable, mais est-ce que ce serait pas problématique ou inquiétant de voir les Celtics galérer autant face à une équipe où, comme tu l'as dit, en fait, il y avait quasiment que Jimmy Butler, quoi. Il y a Bam qui a fait un bon match sur 7, Lowry qui a fait, allez, on va dire 1 ou 2 bons matchs, et encore, tu t'attends à ce que ce soit quand même un peu mieux que ce qu'il a proposé. Avec un Tyler Hero blessé, un Jimmy Butler qui avait aussi quelques pépins physiques. Est-ce qu'on ne devait pas s'attendre à des Celtics qui auraient dû maîtriser un peu mieux ça? Je sais pas. Ouais, mais justement, moi, c'est aussi la question que, enfin, je pense que c'est une question parallèle à celle que tu poses. Est-ce que on a à un moment pas assuré?
ou est-ce que c'est eux qui vraiment ont su tenir? Parce que j'entends ta question et je veux bien l'avis des copains là-dessus, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un match où on puisse se dire là, on a déconné, quoi. Moi, je pense que ils ont réussi à nous faire ressortir nos vieux démons. Comme on l'a dit au début du podcast, on avait l'impression par moment de revoir l'équipe de l'année dernière. Et je pense qu'ils nous ont tellement poussés à bout, tellement gênés, tellement perturbés dans nos certitudes qu'on avait acquises depuis le début de cette année, que le naturel de nos joueurs est ressorti un petit peu, là, ce qu'ils essayent de gommer depuis le début, hein, mais ils nous ont vraiment mis à mal, quoi. Et du coup, on a oublié par moment de se faire des passes, de jouer ensemble. Et est-ce que la finale de conf, on est resté à amorphe pendant 3 minutes, quoi, parce qu'on se prend le 11-0 là. Enfin, c'était insoutenable à supporter. Enfin, tu disais mais il se passe rien. Enfin, de nouveau on recommence. Enfin, tu vois, comme j'ai l'impression de revoir les matchs contre le Magic où je sais plus qui qu'on se prenait des remontées à la fin de l'année dernière, quoi. Du coup, et je pense que c'est vraiment la qualité de Miami. C'est eux qui te c'est un démon, enfin tu vois, il te rentre dans la tête, il te retourne et comme tu disais Robin, c'est cool parce qu'on a réussi à vaincre tout ça, quoi. Est-ce qu'il y avait pas, et je vais te lancer Robin là-dessus, est-ce qu'il y avait pas un peu peut-être le fantôme de la finale de conférence dans la bulle qui a peut-être joué un peu dans les têtes des Celtics? Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout. Je pense que mentalement, on n'a pas plus que ça été embêté. J'ai pas vu des Celtics perdre complètement leurs moyens, etc. On a déconné sur certains cartons, on a eu des très mauvaises phases qui, à mon avis, ont plus été créées par du playmaking défensif avec un schéma de jeu notamment de Miami. J'avais partagé une vidéo de Glenn Taylor là-dessus, où en fait ils ont une zone hyper agressive sur les lignes de passe et qui était une première déjà par rapport à tout ce qu'on a rencontré jusqu'au début des playoffs et qui nous a énormément gêné en fait. Malgré tout, notamment par exemple pour ce qui s'est passé sur le Game 7, même lorsqu'on prend le 11-0, j'ai pas l'impression qu'on panique tant que ça parce que je trouve que nos shoots qu'on prend sont bons. C'est-à-dire qu'on a quand même 2 ou 3 shoots qui sont complètement ouverts de Smart à 3 points sur un money time contre une défense qui est excellente. Et du coup, c'est des shoots que tu t'es créés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement ou il y a eu une action qui a créé ces shoots-là qui sont bons. Après, il y a une variance qui fait que ça rentre pas. Pas de bol. Mais par contre, en face, tu as aussi proposé une défense qui est énorme et ils ont mis des shoots qui étaient ultra difficiles. Le shoot de Strauss, il est monstrueux. D'accord? Tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas mieux défendre dessus. Il y a eu aussi d'autres shoots avant qui étaient très difficiles à mettre et qu'ils ont mis. Et ça, c'est la variance qui fait que, il y a des fois, même quand tu obtiens un bon tir, tu le mets pas. Et il y a des fois, tu as un mauvais tir et tu le mets. Exemple, Tatum, dans le quatrième, il met 2 tirs qui sont pas bons. Et il met un 3 points et derrière, il met un fadeaway sur Jimmy Butler qui sont très difficiles en sortie à mettre de temps et mort qui ne ou peuvent remise pas en être jeu. comptés, voilà. Qui ne peuvent pas être comptés comme des bons kits. C'est pas des bons kits, mais bon, Superstar oblige, il les met, bravo à lui, et ça nous fait du bien. Mais sur les dernières minutes, je trouve malgré tout qu'on a quand même des shoots qui sont de qualité. Pour le money time, dans l'enjeu et le contexte que tu y remets, avec toute la pression à l'extérieur, etc., je nous ai vu des money time bien dégueulasses. Après, effectivement, voilà, ça rentre pas, derrière ça met des shoots difficiles, et du coup tu te fais rattraper, mais c'est des choses qui arrivent. Mais je nous ai vu dans l'année, ou même contre Milwaukee, choke des matchs d'une autre façon. Et j'ai pas retrouvé cette façon-là, me concernant. Donc ça, je trouve que c'est un point très positif, malgré tout. Est-ce que les tirs, parce que on est d'accord que les tirs de Smart sont ouverts, donc en soi le tir en lui-même est un bon tir, mais est-ce que c'est pas bien joué d'ailleurs peut-être de la part du 8 quand t'as Tatum, Brown, Horford qui est très bon depuis le début des playoffs, Grant Williams qui a énormément progressé à 3 points, est-ce que justement tu veux pas que ce genre de shoot ouvert ce soit Smart qui le prenne? Si tu le veux, évidemment tu le veux. C'est ça.
Mais tu mais c'est pas grave. Ouais, mais du coup, Robin, c'est Miami qui te laisse ça, en fait. Tu prends que ce qu'on te laisse, en fait. C'est pas ton attaque. Et alors, c'est ce qui fait la différence avec les grandes équipes et ce qui te permet d'aller au bout, quoi. C'est qu'à un moment, il va falloir que notre attaque progresse parce qu'on n'est pas encore une attaque assez élite, quoi. Et on prend ce qu'on nous laisse. Alors qu'à un moment, si tu veux être en haut, il faut que tu prennes ce que tu as envie de prendre au moment où tu as décidé de le prendre, quoi. C'est ça la différence, quoi. Donc forcément, tu vas laisser tes Miami, forcément, de tous les shooters, tu laisses Marcus Smart shooter, surtout que depuis le début du match, il rentre rien. Donc, Spoelstra, il l'a vu tout de suite, adaptation en plein match. Et oui, à la fin du 4e quart-temps, on laisse Marcus ouvert et on fait exprès de le laisser ouvert, quoi. Marcus, à un moment, il est là, il a le ballon, je suis tellement ouvert que je suis obligé de le prendre, quoi. Alors qu'il vient d'en rater 3-4 de suite, il sait très bien qu'il a pas la main chaude et franchement pour moi c'est chapeau à Miami, ils nous ont vraiment forcé à faire ça, quoi, en fait on n'a pas eu le choix, quoi, et c'est comme ça qu'ils nous mettent un 11-0, quoi. Ouais. Après, mais je suis pas d'accord, parce que si tu veux, en fait, que Marcus Smart soit bon shooter ou pas, etc., ça reste un shooter respecté. Donc du coup, pas la main chaude peut-être, etc., mais tu prends pas le risque à ce moment-là de te dire je meurs parce que c'est Smart, parce qu'en plus s'il veut il peut driver aussi, c'est-à-dire qu'après c'est des choix. Je veux dire, les Nets par exemple, ils l'ont respecté sur le premier match de la série et ils prennent une passe d'anthologie sur un buzzer de Tatum. Donc on sait que malgré tout, sur des moments un petit peu clutch, etc., Smart peut très bien les mettre. C'est des shoots qu'il a déjà mis. Clairement, c'est quand même, malgré toute sa maladresse, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui doit être respecté. Donc je pense surtout que Miami te laisse peut-être éventuellement, mais c'est aussi Tatum qui les force à le doubler, en fait. Donc de toute façon, de base, ils sont obligés de faire une concession, Miami, parce que tu attaques quand même correctement. Tu n'es pas élite, mais tu as un joueur qui, dans la création, t'oblige d'entrer à faire une concession défensive, c'est-à-dire à laisser un joueur ouvert. Donc même ça, c'est bien attaqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a découvert encore une fois, Tatum là, avec ses progrès en playmaking, etc., des choses une sorte de gravité qui est omniprésente désormais. C'est-à-dire que toutes les séries qu'on vient de dire, Tatum est doublé, etc. Et de base, ça veut dire que régulièrement, tu as des shooters ouverts. La qualité de ces shooters-là peut fluctuer. Des fois, ça sera Grant Williams, tant pis pour eux. Des fois, ce sera Smart, etc. Mais déjà, le fait de commencer une attaque avec justement une équipe qui choisit de doubler ton meilleur joueur parce qu'ils n'arrivent pas à le stopper en tête à tête, c'est déjà un avantage que tu prends offensivement, me concerne. C'est comme ça que je vois la chose. On va pas aller plus loin sur Tatum parce qu'on a prévu d'en parler un peu plus longuement, mais je voulais juste revenir sur un point. On a parlé notamment des role-players du Heat, et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les role-players des Celtics maintenant, parce que déjà c'est ce qui nous intéresse un peu plus. Je voulais vous lancer 2 noms, notamment, on pourra en parler d'autres, Grant Williams et Derrick White. C'est un peu les deux opposés sur ces playoffs. Il y en a un qui a eu deux premières séries où il a été excellent, donc c'est Grant Williams face aux Nets et face aux Bucks, et plus en difficulté face aux Heat, et à l'inverse, Derrick White qui a été très moyen, voire parfois assez médiocre dans les 2 premières séries, et qui finalement s'est révélé être très intéressant et très important pour l'équipe face au Heat. Je sais pas qui veut se lancer. Est-ce que c'est un problème est-ce que c'est une question de match-up, ou est-ce que Grant Williams a juste mangé une espèce de rookie wall de playoff de 3e année de contrat ou est-ce que ça a été bien défendu par le Heat? Je sais pas qui veut se lancer là-dessus. Moi, je trouve que l'impact de nos role-players, il a été plutôt modéré, dans le sens où, en fait, j'ai trouvé de l'irrégularité dans chacun d'eux, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, le match 2 de Grant Williams, c'est excellent, il est à 19 points, il y a de l'adresse, il y a du vice, etc. Il a eu pas mal de soucis de faute sur cette série, qui sont aussi dus au vice de Miami, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais on a eu une équipe très vicieuse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'expérience, aller te faire les fautes qu'il faut, etc., et je trouve qu'il a vraiment été embêté là-dessus. Je l'attendais un peu plus performant sur le match-up contre Adebayo, parce qu'on en avait parlé avec Hugo sur la preview.
Lui adorait cette match-up. J'ai trouvé Adebayo assez à l'aise contre lui sur certaines phases. Derrick White, que j'ai pas trouvé exceptionnel sur les premiers matchs, a été bien meilleur, notamment sur les 2 derniers. Donc j'ai trouvé qu'on a eu régulièrement un role player qui a step up sur chaque match. Ça n'a jamais été le même. Rob Williams fait par exemple un bon match 6, je trouve. Moi, sur le match 7, je le trouve pas bon du tout. Et d'ailleurs, il est benché, il finit pas le match. Ouais. Parce qu'il est pas dedans, ses close-outs sont mal sentis, la défense sur pick and roll était pas bonne, alors que par contre, il pèse énormément sur les 2 premiers. Il pèse beaucoup aussi sur le match 6, malgré la défaite, où il fait un carton même à 12 points, je crois, de mémoire, le 3e. Donc, du coup, ouais, moi, je les ai trouvés assez irréguliers chacun. Donc, il y en a qui s'expliquent, hein. Il y en a un qui était quand même pas mal blessé, Rob Williams. Derrick White a quand même vécu la naissance de son idiot. Et puis Grant Williams, encore jeune joueur, etc., qui s'est fait un petit peu attraper par la patrouille sur cette série. Ça n'empêche pas que malgré tout, ils sont retournés au turbin et que régulièrement, ils ont pu amener leur pierre à l'édifice. Donc, pas aussi impactant que je pensais, parce que je pense qu'avec les 2 séries qu'ils venaient de faire tous, on avait mis la barre très haute, enfin, moi, me concernant. Mais je les ai pas non plus trouvés négatifs, quoi. Donc, modéré. Vraiment, c'est ce qui me vient en tête quand je parle de notre banc sur cette série. Ok, je te trouve un peu sévère sur Derrick White. Moi, je l'ai trouvé. Alors, je crois qu'il de mémoire, il loupe le premier match pour la naissance de son fils. C'est le deuxième. Et le premier, c'est celui où il remplace Smart. C'est pas il est pas bon sur le premier. Ouais. Il y en a un où il est sur le premier, il est pas bon sur le 3e. C'est lequel où il remplace Smart et c'est le premier, très bon. C'est sur le premier qui remplace. Ah non, alors attends, il remplace Smart dans le 5 de départ. C'est le 4, il est excellent. Non, mais il remplace Smart sur le 5 de départ sur le premier parce que Smart est absent. Et non, pardon. Smart est absent aussi au match 4, donc il remplace sur les 2. Et sur le match 4, effectivement. Ouais, c'est ça. Et c'est sur le match 4 que White est très bon parce que il me semblait qu'il y a eu un match où Smart a peu joué, mais ça doit être le 5 du coup. Smart est revenu dans le 5 de départ il est pas très bon. Dans le match 5, mais il est assez peu resté sur le terrain. Il a peu joué parce qu'il devait avoir encore des douleurs et du coup, White a beaucoup plus joué que lui. Et les matchs 4 et 5, effectivement, Derrick White a été très bon. Donc du coup, sur 7 matchs, t'en as 3 de très bons. Moi, je trouve fort, c'est sa capacité, aux deux, à Grant et Derrick, de s'adapter, qu'ils soient remplaçants ou titulaires. Ils sont là et ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Enfin, c'est pas non plus des All-Stars, hein, mais ils assurent, ils ont toujours des bons moments. Et après, c'est pour le côté offensif. Après, pour tout ce qui est le reste, défense et bien-être collectif et sacrifice pour les autres, ils sont toujours là, quoi. Quoi qu'il arrive. Et alors, du coup, je sais pas si c'est qu'on se mélange les pinceaux de mémoire, mais je regardais le scoring là, et du coup, ça me rappelle un petit peu les matchs. Le game 6, on le perd, mais c'est sur celui-là, du coup, moi, de mémoire, que White fait aussi un super boulot. Hein. Il claque 22 points. Et il a été excellent dans les matchs 4 et 5. Mais dans le Game 6, après le scoring ne veut pas tout dire, mais de mémoire, je crois qu'il fait un très très bon match 6 aussi. C'est son meilleur, je crois. Même. Je pense, ouais. Ouais, c'est son meilleur. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète. Après, je me dis, mais comment on fait pour perdre ce match avec une telle presta de notre meneur remplaçant? Parce que, je sais pas vous, mais moi, c'est la série qui m'a le plus provoqué de frustration sur les 3. C'est-à-dire qu'en fait, je nous attendais, vu que je nous voyais favoris pour la première fois, et je m'étais dit, on va gagner. En fait, Miami nous a tellement emmerdés que il y a des matchs, je suis sorti, j'étais frustré, quoi. Je me disais, mais celui-là, on doit pas le perdre, on a déconné sur certains trucs et tout. Alors que sur les autres, j'étais pleinement conscient de la force qu'il y avait en face. Et peut-être inconsciemment, j'acceptais plus le fait d'en lâcher un ou deux. Et cette série, pour la première fois sur ces playoffs-là, ouais, il y a quelques fins de match où je me suis dit, celui-là, on aurait dû peut-être faire mieux, ou on aurait dû. C'est vrai que c'est assez paradoxal, on en parlait un peu en off, mais
bizarrement, c'était une des séries où sur laquelle où je nous voyais vraiment au-dessus. Et en fait, même les matchs, alors ça va faire un peu le fan pas du tout objectif, mais même les matchs qu'on perd, je veux pas dire que le Heat méritait pas de les gagner, mais j'avais vraiment l'impression que en fait on était meilleur qu'eux et il y a juste un quart-temps où on a tout foutu en l'air et on a juste vraiment été nuls. Mais sinon sur la plupart des matchs, même ceux qu'on perd, je nous trouve largement au-dessus en fait du Heat. Alors je suis peut-être aveuglé par le côté subjectif du fan, mais ouais j'ai vraiment l'impression là où les Bucks et les Nets me faisaient peur. Notamment à cause de Duren, notamment à cause d'Antetokounmpo, entre autres, hein, c'est pas les seules raisons, mais entre autres. Là, le Heat, je pensais vraiment que ça allait être ok, il y a Butler, mais le reste, ça me fait pas peur. Et finalement, c'est ce on en parlait au tout début du podcast. Ils ont été très forts malgré le fait qu'on les voyait bien en dessous. Ouais, Johan. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que après, il y a un truc dont on n'a pas reparlé, c'est que le premier match, en fait, bon, déjà, on a peu de repos entre notre Game 7 contre les Bucks et notre premier match contre le Heat. Donc, moi, c'est le premier match, c'est le seul où je les ai trouvés un petit peu au-dessus de nous. Et il y a quelque chose, justement, qu'on n'a pas précisé, c'est que Horford a eu, parce qu'on s'en sort bien sur cette série finalement, on a eu quand même la frayeur Horford qui a été, alors est-ce qu'il a été testé positif au Covid ou est-ce que c'était un faux positif, on n'en sait rien, mais vous vous rappelez qu'il a manqué le premier match pour ça. Et ouais, le fait de partir dans le premier match avec Horford absent pour Covid et Smart absent pour sa blessure, ça a été, moi j'ai été un peu mon petit pronostic 4-2 prudent, peut-être 4-1, a pris une sacrée gifle ce jour-là. mais oui, après, je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est-à-dire que les deux autres matchs qu'on perd, juste pour rappeler les scores, on perd 103-109 le Game 3 et 103-111 le Game 6. C'est un écart qui est faible, c'est des matchs où on est devant à des moments. En fait, je fais qu'appuyer ce que tu dis, je suis d'accord. Sauf que nos défaites ont été plus accrochées que les leurs, en fait. Oui, carrément. Enfin, je veux dire, quand tu regardes notre match 2, notre match 4, où c'est des massacres, hein, clairement. Enfin, je veux dire, c'est 25 points d'écart, c'est 20 points d'écart, et encore 20 points sur le 4 parce que il y a les jeunes qui rentrent 5 ou 6 minutes. Oui, voilà. Le début de série, c'était... tu avais l'impression que nos matchs gagnés étaient clairement maîtrisés et que leurs matchs gagnés étaient... limite. Donc, mais ce qui appuie en plus ça, c'est grosse frustration. Ce qui appuie ça en plus, et on en parlait juste avant, je crois juste avant de lancer le podcast, c'est les pertes de balles en fait. Et pour moi, les pertes de balles, ça monte quand même grandement, même si elles sont parfois très souvent contre le Heat forcées par une très bonne défense du Heat. Ça montre quand même que il y a ce côté. En fait, c'est toi qui donnes des munitions à l'autre. C'est pas forcément l'autre qui est meilleur que toi et qui attaque mieux ou quoi. C'est tout simplement toi qui donnes plus de munitions. Et je crois que c'est le match. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est le match 6. Je sais plus si c'est le match 6 ou le match 3. Il y a un des deux matchs où on perd. Alors, les deux, on perd un nombre de ballons incalculable. Et il y en a un des deux où on prend genre 30 points juste sur transition après ballon perdu. Et c'est incroyable. 30 points, c'est énorme. C'est quasiment un tiers des points que tu prends dans tout le match. Et il y avait ça plus la domination au rebond offensif et ça nous a tués parce que c'est le genre de petits détails qui montrent qu'en fait l'équipe en face c'est pas forcément meilleure que toi, elle est juste plus concentrée et plus plus précise dans les petits détails, quoi. Ouais, il me semble que c'est le match 3 et c'est le fameux match où Jaylen Brown marque 40 points mais où il perd, je crois, 7 ou 8 ballons. Ouais. Mais c'est ça qui est frustrant dans cette série, c'est qu'à chaque fois c'était une grosse domination d'une équipe ou de l'autre, quoi. Et à chaque match, tu dis mais c'est pas normal. Même les gens non fans étaient déçus par la série pendant les 4 premiers matchs, quoi, par du fait que ça soit décidé assez vite, les 5 premières minutes, l'écart est fait et voilà, ça reste comme ça jusqu'à la fin, quoi.
c'est ça qui était frustrant, je pense, à vivre en tant que supporter dans cette série. Robin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, on passe. Après, j'aurai les stats des turnovers si vous voulez. Vas-y, fais-nous pleurer. En fait, le duo Brown-Tatum, d'accord, c'est 62 pertes de balles sur les 7 matchs. C'est sympa. Brown en perd 23 pour seulement 21 assists, donc il perd plus de ballons qu'il fait d'assists. Ok. Et Tatum en perd 33 pour 39 assists. Smart en perd 9 pour 31 assists, pour vous donner un ordre d'idée. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu passer, petite parenthèse sur Smart, j'ai vu passer, il me semble, tu vas pouvoir me le confirmer si tu es devant les stats, je crois que Smart, sur cette série, il est en 16 points, 6 rebonds, 6 passes, avec même pas 2 turnovers par match. C'est ça, il a un ratio qui est excellent. Alors, je l'ai plus sous les yeux parce que j'avais juste fait des annotations. Sachant qu'en plus, donc, il fait 31 assists, 9 turnovers, avec du coup 2 matchs en moins. Ouais. Donc, pour les turnovers, ça joue, mais pour les assists aussi. Et du coup, là-dessus, clairement, on en parlera, je pense, à la fin, mais ça fait partie des choses qu'il faut qu'on soit vraiment plus vigilant là-dessus. Mais c'est surprenant parce que c'est du coup Jason qui fait plus de pertes de balles que Jaylen Brown. Ouais, alors après, il y en a sur les stats, il y en a qui sont pas pareils, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des pertes de balles qui sont faites dans tes mains, où tu t'es fait piquer le ballon. En gros, salut Jaylen. Ça, c'est Jaylen Brown signé, c'est signature. Et après, il y en a qui sont dus justement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place d'une zone hyper agressive sur les lignes de passe qui sont faites en fait sur des aides. Alors, c'est pas exactement du stun, mais ils aident très très fort, etc. Mais sans aider sur le joueur, vraiment en faisant comme des feintes, comme s'ils allaient doubler pour ensuite aller sur une ligne de passe. Où là, JT, en c'est un peu plus savoir exactement. Mais là-dessus, d'ailleurs, encore une fois, sur la vidéo de Glenn Taylor, il y a aussi les ajustements qu'on a fait. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient déçus de la série. Faut pas oublier, par contre, tactiquement, elle est excellente, la série. Que ce soit des deux côtés. On a Spoelstra qui met en place des trucs qui sont insupportables. Et on a eu Doka qui a essayé vraiment avec notamment des systèmes de coupe pour enlever les aides sur certains côtés du terrain, etc., qui sont vraiment très intéressantes. Donc du coup, voilà. Oui, puis après Tatum fait aussi plus de pertes de balles parce qu'il a aussi beaucoup plus le ballon en main. Alors, je suis allé voir et je suis tombé sur le pas. Ils ont le même usage. Exactement le même sur la série. Okay. Et ça, par contre, je pense que c'est aussi dû aux pertes de balles parce qu'en fait, l'usage, vu qu'il est calculé une fois que tu as fini de shooter ou quand tu as perdu le ballon, etc., vu que JT a plus de pertes de balles, je pense que ça a baissé son usage, en fait. Je pense qu'en vrai, Tatum a quand même beaucoup plus de responsabilités offensives, etc. Mais juste pour s'arrêter sur les turnovers, nos deux plus gros initiateurs, de toute façon, ont perdu 62 ballons. Et tu gagnes la série quand même. À vous de choisir si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais malgré tout, ça, clairement, c'est une vraie frustration que je pensais passer. Je pense que malgré tout, ce n'est pas que mal joué de la part de nos deux jeunes, c'est aussi encore une fois une très bonne défense avec des playmakers défensifs qui sont excellents du côté du Heat. Mais malgré tout, sur certains trucs, il y avait mieux à faire. Oui, en face, t'as le Heat, t'as Spoelstra, t'as Butler, enfin, t'as pas n'importe qui non plus en face. Ouais, clairement. C'est surtout les pertes de balles de Jalen tout seul en dribble. Celle-là, je crois qu'on a tous failli casser nos trop vite, quoi. Ouais, c'est surtout celle-là qu'on retient, parce qu'en fait, c'est vrai que Jason, avec toutes les prises à deux qu'il a constamment et tout, c'est aussi un peu normal qu'il en ait un peu plus. Est-ce qu'il move dans le trafic là? Ça a été mieux sur les derniers matchs quand même, Brown. Il en perd 4 hier. Ouais, sur les deux derniers, ouais. Il en perd 4 c'est celui qui perd le plus, malgré tout encore hier. Même si ça va mieux, on est d'accord. Mais avec les responsabilités, le fait qu'il soit pas doublé et tout, je pense vraiment qu'il faut qu'il fasse mieux là-dessus. Ouais, je suis surpris, tu vois. Enfin, j'avais pas vu la stat. Moi, il m'a pas donné le. Enfin, je l'ai plus détesté sur certains matchs que. Enfin, celui d'hier, j'avais pas l'impression d'avoir grand-chose à lui reprocher, mais il perd quand même 4 ballons. Il y a le match, je crois que c'est le match 6 où il arrive pas à faire 2 dribbles d'affilée sans perdre la balle. Enfin, c'est hallucinant. Les gars, je veux qu'on s'arrête rapidement. Alors du coup, je pensais pas qu'on allait traîner autant là-dessus, mais c'est
pas de souci. Hein. C'est toujours un plaisir de parler des Celtics. On peut y parler 3 heures si ça tenait qu'à nous. Non, je voulais qu'on s'attarde sur Tatum et en fait sur un point en particulier. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu besoin, contrairement d'ailleurs au Heat avec Jimmy Butler, on n'a pas eu besoin d'un Tatum game. Alors pareil, est-ce que c'est positif ou négatif, à vous de voir, mais est-ce que, justement, je veux bien votre avis là-dessus, le fait qu'on n'a pas eu besoin d'un Tatum à 45 points sur 1 ou 2 matchs comme ça pour vraiment nous faire gagner, j'ai l'impression qu'on a eu un Tatum beaucoup plus dans la distribution, alors parfois peut-être trop d'ailleurs, parfois peut-être pas assez agressif. Je crois que c'est dans le match 1, je crois que lui-même le dit d'ailleurs que il n'avait pas été assez agressif en fin de match et qui prenait cette défaite pour lui. Ouais les gars, je sais pas qui veut se lancer là-dessus sur le type de jeu que nous a proposé Tatum sur cette série qui est un peu à l'inverse, je trouve, de ce qu'il nous avait montré sur les 2 premières séries. Je trouve ça très rassurant en fait pour l'avenir, qu'on n'ait justement pas besoin qu'il nous fasse des dingueries à chaque match. Ça peut arriver qu'il soit pas en forme sur un match et il faut que l'équipe puisse quand même tourner et arriver à trouver des solutions. Ou alors si on tombe sur une grosse défense comme Miami, ça permet c'est aux autres aussi de venir l'aider, quoi. Il va pas pouvoir tout faire non plus tout seul, quoi. C'est quand même le plus jeune j'ai vu ses stats aujourd'hui là, en une campagne depuis le début de la campagne de playoff. C'est le plus jeune joueur à avoir mis 400 points, sans rebond, sans passe décisif et inscrit 53 points. Voilà, il a que 24 ans. On peut pas, tu vois, il tourne à 25 points par match. C'est le meilleur marqueur de l'équipe. Franchement, c'est vrai qu'on lui en demande beaucoup, mais et j'étais le premier à le tailler les années passées, mais franchement, chapeau parce qu'il grandit bien, il devient intelligent en fait, il laisse le jeu venir à lui, il cherche de moins en moins à forcer et c'est plaisant à voir, quoi. Du coup, faut que ça continue comme ça, il a encore des progrès à faire et j'aimerais bien qu'il nous mette contre Curry là un petit duel à 50 points chacun en finale, ça serait pas mal. Du coup de pimenter quoi, mais non franchement c'est bien, je trouve qu'on puisse vivre sans qu'il soit à 40 points quoi. Est-ce qu'on peut vraiment tirer du négatif du fait que Tatum soit parfois pas assez agressif et plus dans la distribution, alors qu'on l'a souvent reproché de justement être plus sur je pense qu'à mes shoots et à mes points, ou est-ce que c'est peut-être trop binaire, c'est trop soit je shoot, soit je suis dans la distribution et qu'il a peut-être encore un peu de mal à trouver le juste milieu. Je sais pas, Johan, peut-être si tu veux te lancer dessus. Ouais, non, moi je trouve que, je sais pas, moi le sentiment que j'ai justement, c'est qu'il a trouvé un bon équilibre là-dessus. Et je suis d'accord avec ce que dit Cédric, je trouve ça rassurant de se dire que tu gagnes une série comme ça. Encore une fois, bon, c'est sûr que la série est super serrée et tout ça, mais tu gagnes cette série en n'ayant pas besoin, comme on disait, d'un match extraordinaire de Tatum. Ça veut dire forcément que les autres étaient là. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des regrets, par exemple, sur le match 3 ? Je crois, de mémoire, que c'est le match 3 où il fait je sais même pas si on peut dire son plus mauvais match, mais en tout cas son moins bon match. Il met 10 points, il galère. Est-ce que si, sur ce match-là, il est meilleur, tu peux gagner le match ? Je sais pas, mais je pense que c'est trop... on peut pas mettre la faute sur Tatum comme ça quand il y a la défaite, c'est l'affaire de toute l'équipe et c'est sûr que s'il avait fait un meilleur match à ce moment-là, ça se serait peut-être passé différemment. Mais oui, non, moi globalement, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est une très bonne chose de voir qu'il n'y a pas besoin qu'il nous claque 50 points pour se sortir d'une mauvaise situation parce que Brown, parce que Smart. D'ailleurs, on est sorti du sujet, mais j'avais vérifié les stats que tu demandais tout à l'heure et effectivement, Smart fait une série à évidemment, maintenant je les ai perdus. Hop, elles sont juste là. Smart fait une série à 16,6 points, 6,2 rebonds, 6,2 assists pour seulement 1,8 turnover de moyenne par match. Ce qui est pas mal pour un gars qui sait pas jouer meneur. Pour un mec qui n'est pas meneur, oui. Il faut bien rappeler que Marcus Smart n'est pas meneur et qu'il faut séparer Tatum et Brown, c'est vrai. Pensons à le dire.
Du coup, celui qu'on n'a pas entendu sur Tatum, c'est Robin. Robin, je vais te lancer dessus. Toi, du coup, est-ce que tu partages l'avis de Cédric et Johan, ou tu trouves qu'il a encore du mal à faire la part des choses entre distribués? Ça fait déjà un moment pour moi que le palier il est franchi. Après, je pense que de toute façon, même s'il avait voulu tirer plus, être plus agressif, Miami lui a pas laissé le choix. Il a été doublé constamment. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse sur sa série, c'est justement cette adaptation. C'est-à-dire que c'est vraiment la validation de ce qu'on a vu sur toute la saison, sur des lectures de prise à deux, sur des choses comme ça. Pour la petite info, malgré le fait qu'il soit moins agressif, etc., il est à un joli 61,6% de true shooting. C'est absolument monstrueux sur la défense élite de Miami. Et Jaylen Brown, ce qui permet aussi le fait que JT puisse se reposer sur sa team, Jaylen Brown est à 60%. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne est à 50% en général sur le true shooting. Et quand tu commences à aller taquiner les 60%, tu fais quasiment partie de l'élite, surtout en playoff avec les défenses qui se tapent. Donc non, on a quelqu'un qui a clairement éclaboussé encore une fois pour moi la série. Alors on l'attendait peut-être sur d'autres registres, mais aujourd'hui t'as un franchise player qui, même comme l'a dit Jimmy Butler, qui fait tout. Qui sait tout faire, qui est bien au-delà de ce qu'on attendait en termes de playmaking par rapport à ses promesses de départ. Et même si ça se voit pas encore, et encore il fait un match à 9 passes, mais même si des fois ça se voit pas dans le nombre de passes, les décalages qu'il crée, etc. sont absolument... Enfin, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus utiles, et il a le supporting cast en plus qui permet de valider tout ça. Donc c'est une excellente série de sa part. Encore une fois, face aux défenses élites. Je te coupe, désolé, mais est-ce que tu peux juste préciser, du coup, pour ceux qui savent pas à quoi ça correspond, qu'est-ce que le true shooting? Oui, bien sûr. Alors en fait, le true shooting, c'est une méthode d'évaluation en fait de l'efficacité de vos shoots. Donc du coup, en gros, ça traduit vraiment l'efficience en fait de l'attaquant. Donc en prenant en compte les différents tirs. Alors s'il y a justement dedans, vous avez les FT, donc tout ce qui est lancer franc, etc. Et aussi les 3 points. Donc je pense que son true shooting est très bon, notamment parce qu'il est pas mal allé sur la ligne. Ça doit aider. Mais résultat des courses, en fait, on est sur quelqu'un qui, avec un volume de shoot, mine de rien, assez conséquent, a été plutôt très efficient. Donc du coup, je pense il fallait pas qu'il force plus, parce qu'il a été très bon dans ce qu'il a fait. Et de toute façon, Miami, encore une fois, ne lui a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'il s'est cogné du Tucker, du machin sur une série complète, sur 7 matchs. Donc si c'était pour prendre des tirs casse-croûte, etc., comme il a pu en prendre, comme il a pu en mettre, ok. Mais on revient sur la discussion qu'on avait avec Cédric au départ. Les bons coups de prime, peu importe qui shoot, je préfère un bon shoot pris par un autre qu'un mauvais shoot pris par ta star. Et du coup, là-dessus, j'ai trouvé qu'il était très très bon, encore une fois, sur la série. Chapeau à lui. Et merci, du coup. Parce que en tant que fan, c'est que du bonheur. Juste pour finir sur Jason, en plus d'être le meilleur marqueur, il est le 2e rebondeur de l'équipe, 2e passeur de l'équipe, 3e intercepteur, 4e contreur. Enfin, il est partout, quoi. Et il joue presque 41 minutes par match. Il a fait tous les matchs depuis le début des playoffs. Ouais, de toute façon, à la fin des playoffs, là, quand on aura gagné le titre, on reviendra. T'as osé. Non, ouais, à la fin des playoffs, on reviendra évidemment sur la saison complète et sur tous les joueurs. On fera un petit tour de l'effectif, de ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. En termes de playmaking, je pense que Tatum et Smart, on va s'y attarder un petit moment parce que c'est souvent un critère sur lequel les deux ont été très souvent décriés, et je pense qu'ils ont répondu à tout le monde cette année, depuis plusieurs mois, voire même plusieurs saisons. Tatum, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il progresse au playmaking, mais là cette saison, Tatum et Smart sont quand même passés sur une autre dimension. Si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, je vous propose de passer sur les satisfactions un peu. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Quelle est votre satisfaction sur cette série,
la chose vraiment qui vous a marqué, qui vous a plu? Le fait qu'on aille en finale NBA. Ah, c'est pas mal. C'est pas hyper développé, mais franchement, moi, je suis plutôt satisfait. Quelqu'un d'autre a une satisfaction? Ouais, je pense que Robin aura quelque chose de plus construit. Bah ouais, j'en avais une, mais je vais la laisser à Robin, je crois. Vas-y, Fausse. Ouais. Bon, en fait, au départ, je voulais faire Tatum parce que j'avais que Robin avait un petit faible, mais papa, quoi, quand même, quoi. Franchement, j'ai revu les images tout à l'heure, là, cet après-midi, là, j'ai eu les larmes, quoi. C'était trop beau, quoi. Tu le vois par terre, là, en train de taper sur le parquet, c'est terrible. Enfin, après tant d'années d'abnégation, 15 saisons en NBA au haut niveau, après tout ce qu'il a traversé, il a enterré son grand-père il y a 2 jours. Enfin, voilà. C'est vrai. Il est là et il assure, c'est un leader, c'est lui qui mène l'équipe, c'est lui qui guide les jeunes. Il nous fait un bien fou depuis qu'il est arrivé. Et merci Robin, merci. Je suis content de me tromper. C'est vrai on a parlé un peu lorsqu'on avait fait la preview, même la preview des Bucks, la preview des Nets, on avait parlé des clés du match, et rarement on avait parlé un peu d'Horford, mais c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que chaque série il me surprend en fait. À chaque série je me dis, en fait j'essaye de pas trop en attendre de lui, parce que je me dis il faut pas oublier que voilà, il va sur ses 36 ans, ou je crois qu'il a peut-être déjà 36 ans. Non, le 3 juin. Le 3 juin, il aura 36. Donc ouais, bon, il a quasiment 36 ans. À chaque fois, je me dis, bon, il est bon, mais il joue beaucoup de minutes quand même. Jusqu'à quand ça va durer? Et en fait, une série les unes après les autres, et il a pas toujours eu des bons match-up, hein, parce qu'il a dû gérer un peu du Giannis, du Brook Lopez, maintenant du Bam Adebayo. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment épatant. Franchement, quand on fera à la fin de la saison, si on doit décerner des trophées de MVP de la saison côté Celtics, évidemment on va parler de Tatum, mais je pense que Horford sera grandement dans la discussion. Est-ce que, Robin, du coup, ta satisfaction? Quand vous aurez compris que Horford c'est du Petrus et qu'il vieillit avec le temps, il se bonifie avec le temps, ça aurait fait un grand pas, monsieur. Non, la satisfaction elle est en plus que je trouve qu'encore une fois on a gagné différemment des autres séries. Parce qu'on avait parlé sur la preview en fait qu'on avait une équipe qui allait nous poser d'autres problématiques que les Nets, qui était la meilleure équipe offensive sur les trois. Ensuite, on avait les Bucks qui athlétiquement et avaient une énorme raquette, etc., etc. Et on savait que Miami ce serait encore un autre style, encore une autre façon de jouer, encore d'autres problématiques. Et si on occulte un petit peu les finales qui arrivent, etc., même dans l'apprentissage du groupe, etc., on se sort. Alors, avec les aléas des séries, les blessures, etc., mais il y en a eu pour tout le monde. Mais on se sort encore d'un piège différent. Et en termes de validation, de satisfaction, d'expérience accumulée, etc., c'est une autre pierre à l'édifice, en fait, pour construire sur la suite, parce qu'il faut pas oublier qu'encore une fois, on a un corps qui est jeune, qui est sous contrat. Et du coup, c'est un très très bon point. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec les finales, on va encore se taper un autre profil. Donc, résultat des courses, c'est une campagne qui est extraordinaire parce que l'adversité, elle est folle. Enfin, je veux dire, si jamais tu vas au bout, t'es niveau Mavs 2011, hein, sans problème. Donc, t'as pas tapé que des peintres. Hein. Donc, du coup, voilà, t'as tapé, et puis des références, même en termes de match-up, c'est-à-dire que t'as ton franchise player qui s'est tapé des cadors tout le long, qui sont plus ou moins sur ses postes, sur des match-ups directs et tout, et la satisfaction, elle en est que plus grande, quoi. Pour l'instant, c'est un bonheur et un plaisir de voir tout ça. Satisfaction du Doka, encore une fois, et qui on a mis un coach qui, je pense, est meilleur que lui, encore une fois, parce qu'il a dû jouer avec certaines choses. Mais si tu perds pas 2 matchs d'affilée à chaque fois, c'est aussi parce que tu as un coaching staff qui fait un boulot de fou, avec des ajustements qui sont réguliers. Et le mec, première année de coaching, il relève un nombre de challenges qui est assez impressionnant. Et tu vois encore son discours à la fin où le mec, il dit chez les Celtics, on fait pas trop
les finales de conf. Le mec, en plus, c'est une vraie sérénité et une vraie audace qui se dégage de ce coach. Et ça fait partie des grandes satisfactions de l'année. Donc ouais, vraiment, elles sont multiples et elles sont méritées. Parce qu'on a eu beaucoup de doutes, mais c'est vraiment quelque chose qui sont en train de nous faire. Yes, Johan, tu veux rajouter quelque chose? Bah oui, parce que du coup, j'ai balancé ma connerie quand t'as demandé les satisfactions. J'en ai une vraie quand même. Moi, je dirais que c'est notre effectif, en fait, tout simplement. Parce que, bon, c'est sûr qu'au moment où on avait ces conversations-là, on était très très loin de se douter qu'il était possible que ça vire à ce point-là. Mais on a eu des conversations en début de saison, en milieu de saison, où on se disait qu'on était dans une année de transition, qu'on n'avait pas un effectif pour jouer gros, qu'on n'avait pas un effectif pour passer le deuxième tour de play-off. Aujourd'hui, on se retrouve en finale de NBA. C'est clairement pas volé et on a 7 bonhommes sur lesquels on peut, enfin, qui sont vraiment impeccables. Et moi, la réflexion que je me faisais la dernière fois, c'est en début de saison, on se posait plein de questions. Est-ce qu'on ferait venir alors je sais que c'est une idée qui plaisait pas à beaucoup de monde ici, mais quand il a été question de Bradley Beal, après on s'est dit, si on s'est posé des questions, qui serait le joueur idéal à faire venir. On a parlé de Karl Anthony Towns, tout ça. Aujourd'hui, on a un effectif qui a les épaules pour aller jusqu'au bout. Et je trouve que, enfin voilà, moi ma satisfaction, c'est de voir. Bon alors après, bien sûr, c'est toujours perfectible et on verra ce qui se passe cet été. Mais dans les faits, on a 7 bonhommes qui sont là, qui tiennent le truc et qui nous ont menés jusque-là sans que ce soit volé, quoi. Ouais. Avant cet été, il y a encore une série quand même à gagner. Au moins 4 matchs. Enfin, au moins 4 matchs, ouais. Bien sûr, non, mais quand je dis, enfin voilà, un effectif qui nous mène au bout, je dis, qui nous emmène en finale NBA, on a déjà été bien plus loin que prévu. Je ne connais pas un finaliste qui est en finale par hasard. Donc C'est vrai. clairement, de toute façon, on pourra dire, alors sur une série, des fois, il y a vraiment des choses ou des faits qui font que bah, tu as une énorme réussite parce qu'il y a une énorme blessure, parce qu'il y a ci ou parce que tu as été en flamme pendant. Mais là, avec tous les match-ups différents, toutes les problématiques différentes, tous les momentum différents, t'es pas en finale NBA par hasard. Donc ça, clairement, pour aller dans le sens de Johan, t'as 7 à 8 mecs qui ont récupéré, qui ont pris de front sans calcul dès le départ, qui ont pris tout ce qu'on leur a mis dans la tête, pas toujours avec l'avantage du terrain. En plus, avec des matchs coup près absolument dingues, que ce soit le match 6 à Milwaukee, ou que ce soit le match 7 hier, etc., etc. Donc, t'es pas où t'es par hasard et il faut respecter ce qu'ils font. Je pense que c'est le cas. J'ai pas trop vu de bêtises non plus dans la commu NBA ou de trucs comme ça. On a vu aussi beaucoup des pairs, hein, de Tatum, etc. qui étaient clairement dithyrambiques sur les prestats du gars ou même de l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui Boston est respecté à juste titre. Et c'est Boston qui est respecté. C'est pas que Tatum, c'est pas que un tel, qu'un tel. T'as un groupe qui est respecté, t'as un groupe qui sait qu'il est respecté. Et le résultat des courses, bah, ça donne ça. Là. C'est ça qui est impressionnant, c'est cette rapidité à laquelle le regard de l'extérieur, parce que nous on est de l'intérieur quand même, des autres franchises par rapport à notre effectif, quoi. C'est-à-dire qu'au début de saison, tout le monde dit, oh, vous avez des rookies, ils sont tous jeunes. Et là maintenant, c'est Grant Williams, tiens, costaud quand même. Derek White, putain, heureusement que vous l'avez fait venir. Enfin, tu vois, ça a été très très vite pour nous le changement en fait. L'année de transition, elle a duré 3 mois, quoi. Novembre, décembre, janvier, quoi. Le temps que ça se mette en place, qu'on récupère tous les blessés et que Ime puisse travailler un petit peu, quoi. C'est super rapide quand même. C'est de la folie. Tout à fait. Mais les gars, on va passer sur du un peu moins négatif. Bon, la prochaine fois, on inverse parce que c'est un peu triste de finir sur du négatif. Mais ouais, bon là, on a un peu divagué parce qu'on est parti sur les satisfactions plus générales, mais en restant sur la série face au Heat, est-ce que vous avez un point négatif, ça se trouve il y en a pas, hein, mais que vous avez relevé quelque chose où vous vous dites bah là faudra faire autrement parce que face aux Warriors, on va prendre une peignée si on fait la même, quoi. Je sais pas si vous en avez peut-être pas. Non, on est en finale, titre quand même.
Ouais. Tu vas pas nous Robin, taper le moral quand même. Si, ouais, moi Robin j'en va ai, faire bien sûr. un peu de J'en ça. ai, tout n'a pas été parfait. Allez. Mais c'est plus, en plus, c'est des points noirs qu'on peut soulever parce qu'on sait qu'on est passé et que du coup, bah, il n'y a pas de conséquences. Mais le fait de, c'est la première série où on a des trous noirs comme ça sur certains cartons. Autant. Je veux dire, le troisième carton du match 1, t'as pas Smart, t'as pas Horford, t'es devant à la mi-temps. Et tu fais un troisième quart avec 5 ou 6 pertes de balles de Tatum dans le machin. Tu mets pas un pion, je crois que tu prends un 24-3 ou un truc comme ça. Ça, c'est des choses à laquelle on ne nous avait pas habitués sur les playoffs. Et clairement, ça a été une première sur cette série. Et ça, il faudra faire attention parce que, encore une fois, on a une équipe en face qui a été très bonne, notamment pour obtenir des lancers, pour être performante dans le bonus et nous faire des problèmes de faute. Là, ce qui nous attend, c'est des gens qui peuvent prendre feu. Et si tu fais autant de turnover sur des gens qui peuvent prendre feu, il n'y aura pas de comeback. Il n'y aura pas de choses comme ça. Alors, même si nos comebacks cette année, sur cette série, on les a pas gagnés, tu étais en position de pouvoir le faire. C'est-à-dire que sur certains matchs, oui, tu avais pris un écart, tu es revenu, et dans le money time, tu perds, mais tu as rendu le match, la victoire possible. Si tu fais la même chose en finale, ce sera pas possible. Tu as des gars qui vont prendre feu, avec beaucoup plus d'options offensives, etc. Donc clairement, le fait de prendre soin du ballon, j'ai été très étonné que par exemple que Brand et Tatum aient le même usage. J'aurais préféré que par exemple Smart n'est qu'à 22 en termes d'usage quand les deux autres sont à 27. J'aurais bien aimé que Smart ait plus la balle en main et j'espère qu'il aura plus. Quand on voit notamment son ratio assist turnover, je trouve que c'est très intéressant et que c'est vraiment la personne qui doit soulager Tatum sur la création. Tatum sera ton initiateur principal et performant là-dessus, il en a besoin. Mais pour Jaylen Brown, je pense que les meilleurs matchs qu'il a fait, notamment quand il met 40 points, Smart fait un excellent match pour le mettre dans des positions, pour aller poser des écrans, pour que Strauss se retrouve sur Brown, pour pouvoir exploiter les mismatchs. Il y aura des mismatchs aussi exploités. Je laisse le soin à nos copains sur la preview d'en discuter. Mais oui, la vraie déception, c'est le fait qu'on a eu des trous offensifs aussi importants. Ça n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc attention, on a eu une alerte, ça aurait pu être fatal, mais on a eu juste une alerte. C'est vraiment le point, je pense, qu'il faudra continuer à surveiller. Parce qu'en plus, les Warriors en perdent beaucoup aussi des balles. Donc si on peut avoir cet avantage d'entrée, ce serait cool. C'est vrai, surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, contrairement au Heat, là, si jamais Stephen Curry est bien défendu ou qu'il passe à travers, bah c'est pas Max Strus ou Gabe Vincent. Derrière, c'est un Klay Thompson, c'est même un Andrew Wiggins qui est bon, c'est Draymond Green, il y a vraiment du monde. Donc le supporting cast est quand même différent du Heat, mais ouais, on laisse ça aux copains qui feront la preview. Jordan Poole aussi. Ouais, Jordan Poole, c'est vrai, ouais, je l'ai même pas cité. Vous avez, Cédric ou Johan, une déception ou vous en avez pas eu sur cette série? Ouais, ou juste rebondir sur ce que vous disiez. Parce que, alors oui, certes, les Warriors ont offensivement beaucoup plus d'armes que le Heat. Défensivement, je pense pas qu'ils arriveront autant à nous mettre dans cette situation qu'on a vécue sur cette série où on était vraiment déstabilisé. Comme tu l'as dit, Robin, on a passé à travers par des moments, quoi, sur un carton, sur les 3 dernières minutes. Ouais. Et je pense vraiment c'est la force de Miami d'arriver à sortir de ça. Et je pense pas qu'il y ait d'autres équipes, même en NBA actuellement, qui aient cette capacité-là. Je pense qu'on va retrouver plus de facilité offensive contre les Warriors. Ça marche. Bah, on verra ça. On verra ça dans les previews. On verra ce que les copains de la preview en diront. Johan, tu veux rajouter quelque chose ou on clôture le pod? Non, pour moi ça va. Moi, j'avoue que les séries gagnées, surtout avec gros suspense, j'ai plus de mal à trouver des motifs d'insatisfaction. Je suis d'accord avec ce que disent Robin et Cédric, mais j'irais presque chercher l'excuse que sur le Game 1, il manque quand même Horford et Smart et qu'on a moins de repos et que c'est vrai qu'on se fait surprendre. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec ce que disait Robin. Le troisième quart-temps du Game 1, il est scandaleux
Et si on veut aller au bout, effectivement, il faudrait éviter ça. Ça marche. Pour moi, ma déception, c'est qu'on a perdu 3 matchs. Je veux qu'en finale NBA, on en perde 0. Le mec, il dit pas haut, tu vois, il te dit pas 1 ou 2, il te dit 0. Le maximum possible, tant la finale me semble alléchante, en fait. Oui, j'adore les deux équipes. Faut que la série aille en 10 matchs. Ouais. Tu commences tout doucement, je serais pas contre un 10-0. Je serais pas contre un 10-0. Ça marche pas, les gars, on va clôturer là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon tour, ça fait quasiment 1 heure, je pense qu'on est dessus. Merci les gars pour vos analyses et votre présence. Avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Et du coup, pour les auditeurs, il y aura la preview qui sortira dans la foulée, je pense, quelques jours, même probablement quelques heures après ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à donner vos avis. Les gars, je vous dis donc à la prochaine et je vous souhaite de bonnes finales NBA. On est en finale. Salut tout le monde. On est en finale. Ciao. Salut à tous, bonne finale. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff.